Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle. J'arrête, ok. On est super contente de vous retrouver avec Manon. Du coup, c'est la deuxième année qu'on fait ça. Donc, merci d'être toutes et tous venus aujourd'hui. Donc, pour vous resituer un peu le contexte, c'est un podcast qu'on a commencé il y a 1 an maintenant avec Manon qui s'appelle donc La Matrice à bugger, qui vise à un peu démystifier toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur les sujets numériques et cyber. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de métiers de hacker éthique, on a parlé d'IA dans la médecine, on a parlé de cyberharcèlement, on a fait plein de sujets différents. Et cette année, il y a un sujet qui est beaucoup revenu dans nos échanges, et c'est tout ce qui va tourner autour de l'auto-formation, du fait d'être autodidacte, de comment on a fait ou pas de la cyber avant, comment on se tourne vers la cyber et comment on continue de se former au quotidien. Donc là, c'est le moment où je dois reprendre. Ça faisait énormément partie de nos échanges. Et pour ma part, dans mon travail, je travaille avec beaucoup de hackers éthiques et qui sont aux alentours de une trentaine d'années. Et c'était une époque qui n'est pas très très loin, à part pour Mehdi. Mais c'était des formations de cyber qui n'existaient pas encore. Il y en a de plus en plus qui se développent maintenant. Mais, mais donc, il y avait énormément d'auto-formation. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait savoir quel est un petit peu un état des lieux de l'auto-formation actuelle. Donc, on va parler open source, on va parler de formation avec des licences payantes, on va parler d'un peu tout ça. Mais surtout, on va avoir l'opportunité d'avoir 3 parcours très différents de ces 3 super intervenants qu'on a aujourd'hui. Merci à vous encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et on va vous laisser vous présenter parce qu'on est un peu nul à résumer les choses. Donc, Livia, est-ce que tu peux bien commencer? Avec plaisir. Bonjour tout le monde et merci Léa et Manon pour votre invitation. Ça me fait très plaisir d'échanger de vive voix avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Livia Tibernin, je travaille chez Sequoia, qui est une entreprise cyber qui développe un produit de détection des menaces. Et donc, en interne, on a créé une équipe de renseignements sur les menaces pour mieux les connaître, pour mieux les détecter ensuite. On fait du renseignement sur les menaces cyber, CTI aussi, donc Cyber Threat Intelligence, et je suis analyste au sein de cette équipe depuis bientôt 4 ans. Et je me spécialise dans les menaces lucratives, c'est-à-dire que tout ce qui est groupe à motivation financière. Donc, vous avez certainement entendu parler dernièrement des ransomware, des infostealers, des groupes qui cherchent à faire de l'argent sur le compte de leurs victimes. Merci beaucoup, Livia, hyper intéressant. Est-ce que Mehdi, tu veux nous présenter ton parcours toi aussi? Ok. Du coup, moi, Mehdi, donc actuellement, je suis commercial, key account manager chez Yogosha. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Yogosha, c'est une plateforme de sécurité offensive. Globalement, on fait du pentest et du bug bounty. On travaille avec une communauté d'ethical hackers. Donc, on est une communauté privée qui, ces personnes-là font ces opérations de sécurité. Et du coup, pour mon parcours, très rapidement, donc moi, de base, j'ai rien à voir avec la cybersécurité. J'ai fait des études RH. Donc vraiment rien à voir. J'ai commencé en tant que chargé de recrutement dans un cabinet de conseil, pour le coup spécialisé en cybersécurité. Je suis arrivé dans la cybersécurité vraiment par hasard, parce que c'était stylé, voilà, c'est ça que t'attendais. Parce que c'était stylé, dis-le. Je connaissais pas plus que ça, à part dans les films où je voyais clairement clichés, hein, des personnes capuchées qui étaient là à coder derrière leur PC. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Donc moi, je suis arrivé dans ce monde-là par hasard, donc j'y connaissais vraiment rien. Comment est-ce que j'ai fait du coup pour on va dire... Spoil tout le podcast. Mehdi, pas de... Très court, donc je vais pas aller si vite. Donc diplôme RH, j'ai commencé chargé de recrutement. Et depuis maintenant quelques années, je suis vraiment sur l'aspect commercial, mais toujours dans la cybersécurité. Donc maintenant, ça fait 6 ans à peu près que je suis dans ce monde-là. Voilà. Trop bien, merci. Et toi, Lucas? Alors bonjour, je m'appelle Lucas, je vous remercie encore justement pour l'invitation. Et justement pour présenter mon parcours, je viens justement d'un parcours totalement dans le domaine informatique. Donc j'ai fait un bac pro système numérique, puis après un BTS système numérique aussi, où du coup j'ai fait de l'informatique et du réseau, tout bêtement, où j'étais du coup en alternance. Et justement, après, je me suis dit, c'est bien l'informatique à un moment, mais ce serait, si on va dire, on spécialise dans un domaine,
comme par exemple du coup la cyberdéfense, je me suis dit ça serait quand même pas mal. Et c'est ce qui a fait justement que j'ai commencé justement une formation, enfin la formation d'analyste SOC sur Open Classroom justement en début d'année, qui a duré 5-6 mois et du coup qui m'a permis justement d'utiliser les outils qu'on utilise principalement dans un SOC, que ce soit un SIEM, DR, un IPS, IDS. Tout. Là, je t'ai perdu. Ça y est, j'ai plus les mots. Si tu peux expliquer juste rapidement ce que c'est. Ouais, donc grosso modo, on va dire, le métier d'analyste SOC, justement, ça a pour but, justement, déjà, quand on est analyste SOC 1 an, c'est justement de qualifier principalement des alertes en utilisant, du coup, donc ce que j'ai dit, en CM, DR, grosso modo, ces outils de supervision, ce qui a fait, ces outils de supervision. Et du coup, justement, quand j'ai fini ma formation, j'ai voulu du coup continuer mes études du coup en 3 ans et justement intégrer là du coup cette année à l'école 2600. Trop bien. Merci beaucoup pour ces présentations. Est-ce que Manon, peut-être parce que tout le monde te connaît déjà, mais sait-on jamais, tu veux nous refaire rapidement, nous partager ton parcours? Pour ma part, j'ai fait des études de géopolitique. Comme Léa, je spoil. Et donc, la cyber s'est un peu présentée par hasard, puisque en master de géopolitique, on avait une filière de cyber qui était dédiée à la géopolitique du cyberespace, que je comptais pas du tout prendre à la base. Et il s'avère qu'en première année, donc, on a été initié par certains des profs responsables de cette filière à ces thématiques-là. C'était extrêmement intéressant et donc je me suis lancée dedans. Et ensuite, force des choses, j'ai un petit peu découvert tout l'écosystème, qu'il soit privé ou public, entourant la cybersécurité. Et c'est là que j'ai décidé de continuer dedans. Donc c'est ça qui va me permettre d'enchaîner aussi sur la... Ah, tu veux peut-être te présenter? Non, c'est bon, sans façon, non. Non, mais voilà, moi c'est Léa. J'ai fait la même formation que Manon, donc l'Institut français de géopolitique. J'ai fait un petit passage dans le privé chez Capgemini et maintenant je travaille avec le laboratoire de recherche Géode, donc qui est plus dédié à la recherche sur les enjeux géopolitiques de la datasphère, si je fais très gros, mais bon, c'est vachement plus développé que ça, évidemment. Et ça nous permet d'enchaîner sur la deuxième question, parce que là on a beaucoup parlé dans les différents parcours de hasard qui mènent à la cyber. Parce que justement, peut-être que ça reste encore quelque chose d'assez niche, dont on n'est pas au courant quand on réfléchit à son avenir. D'où la question suivante. Est-ce qu'il y a eu particulièrement un déclic chez chacun d'entre vous qui vous a amené à étudier ou à vous lancer dans la cyber directement dans votre carrière professionnelle, une conversation, quelque chose? Et je donne la parole à... La cyber parce que c'est stylé. Non, en réalité, je vais pas inventer. Moi, c'est vraiment du hasard. C'est quand j'ai fini mes études, du coup, forcément, je recherchais un emploi et les différentes opportunités que j'avais, il y avait beaucoup de cabinets de conseil assez généralistes. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité justement de rejoindre un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité et ça me parlait plus. Mais j'avais pas de grande conviction non plus quand je suis allé dedans. Je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant, c'est sympa. À l'époque, je suis pas ancien non plus, mais voilà, il y a 6 ans, ça a tellement évolué entre-temps. Autour de moi, en tout cas, je connaissais personne qui travaillait dans la cybersécurité. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde, beaucoup de personnes en tout cas, travaillent dans la cybersécurité. Il y a tellement de métiers dedans. Et du coup, le hasard, je pense, fait bien les choses. Quand je suis arrivé dedans, effectivement, c'est quelque chose qui m'a plu, mais vraiment pur hasard. Et il n'y a pas de... J'ai pas eu de déclic particulier. C'est vraiment du hasard. Je ne vais pas inventer quelque chose. Mais... Voilà. Alors, pour ma part, justement, ce qui a fait que j'ai voulu justement faire de la cybersécurité, c'est tout simplement que je me suis dit qu'en fait, c'est bien de faire de l'informatique, mais qu'en fait, ce serait mieux quand même justement de me spécialiser justement dans la cybersécurité et justement dans la cyberdéfense, parce que j'ai vu justement qu'il y avait pas mal de possibilités de se former, dont justement en partie en autodidacte. Et justement que j'étais plus intéressé justement par ce domaine-là que juste faire de l'informatique pendant le reste de ma vie. Donc Lucas, c'était plus une histoire de sens que tu voulais donner à tes études et ensuite ta carrière professionnelle, ou c'était parce que tu avais l'impression d'avoir de la matière à disposition pour te former à la cybersécurité? Fais gaffe, Manon va te psychanalyser.
Là, j'ai les jambes Comment tu te sens prêt. actuellement? En fait, c'est plus justement que je voulais me spécialiser dans un domaine en particulier que juste faire de l'informatique. Voilà. D'accord. Livia? Alors moi, ça a été assez progressif également. Je suis diplômée en relations économiques internationales et j'ai commencé par quelques expériences dans des institutions publiques pour ensuite enchaîner avec un stage dans un cabinet de conseil en intelligence économique, puisque dans mon parcours de master en relations internationales, j'ai eu un cours d'intelligence économique qui m'avait beaucoup passionnée. Et donc, j'ai vu cette offre de stage, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Et effectivement, ça m'a encore plus donné envie de continuer là-dedans. Et ensuite, avec ce stage, j'ai pu développer des compétences en investigation numérique sur Internet. Et ensuite, je cherchais donc la prochaine expérience pour commencer un travail et j'avais vu quelques offres, dont la cybersécurité. Et c'est vrai que c'était l'année 2020. Si vous vous souvenez bien, on était en pleine crise Covid et le sujet cyber commençait vraiment à être abordé dans un cadre qui allait au-delà des médias spécialisés qui étaient là dans les discussions avec les amis, notamment parce que le télétravail, par exemple, s'est généralisé. La cybercriminalité est devenue plus présente, on entendait plus parler. Donc, c'est venu un peu comme une évidence. Je me suis dit que mes compétences cochaient bien celles qui étaient présentées dans l'offre que j'avais pu consulter en ligne. J'ai osé et effectivement, je suis toujours dans la cybersécurité. Je regrette absolument pas. Donc, ça a été très progressif. Et ensuite, j'ai bien compris que les enjeux étaient de plus en plus importants, à la fois pour les individus, mais aussi pour les entreprises, pour les collectivités. Et c'est vrai que ça donne un sentiment, un sens à son travail, un sentiment d'utilité qui n'a pas d'égal. On n'a pas vécu le même Covid, hein. Nous, avec Manon, on faisait des danses sur TikTok. C'est faux, je retiens. Et donc, c'est hyper intéressant de voir comment tous, vous avez commencé, vous avez eu ce déclic. Et évidemment, on se pose rapidement la question des craintes. Et je ramène ça à moi. Mais, moi, on n'est pas intéressé, je crois. Ouais, je vais faire plus vite, Livia. C'est vrai que pour moi, la cyber, c'était pas du tout l'idée de base. Pour tout vous raconter, j'ai fait un bac L et après, j'ai fait une prépa Cagne-Hippocagne, donc vraiment rien à voir. Et au début, j'avais un peu cet a priori de moi, les mathématiques, j'ai pas eu la moyenne en maths au brevet, donc vraiment, c'est pas fait pour moi. Et donc, cyber non plus. Et donc, tout un tas de craintes qu'il a fallu un peu surmonter. Donc, pareil, sans vous psychanalyser, est-ce que vous, il y a des craintes que vous avez dû surmonter, des choses que vous appréhendiez tout particulièrement? Mehdi, par exemple. Ouais, forcément. Cybersécurité, moi, pareil, du coup, je suis encore une fois études RH, donc pas d'informatique, pas trop de mathématiques, etc. Ma crainte, c'était que ce soit vraiment trop technique et que je sois vite perdu. Et surtout dans ma première expérience où je devais recruter du coup des personnes en cybersécurité, ma crainte c'était clairement quand je me retrouvais en face de ces personnes-là de pas être crédible et déjà de pas comprendre ce qu'ils font et derrière qui je suis derrière pour me dire oui c'est une personne qu'on aimerait recruter ou pas. Donc ma crainte première c'était que ce soit vraiment trop technique. Et sans spoiler la suite du podcast, comment est-ce que tu as un peu surmonté cette crainte? Est-ce que la technicité était vraiment un défi? En fait, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de métiers en cybersécurité. Et où c'était le plus simple pour moi d'appréhender, c'était les sujets, tout ce qui était lié à de la gouvernance cybersécurité, où là, c'était des normes, etc. Donc, on va dire plus à ma portée. Après, où j'ai mis un peu plus de temps, effectivement, c'est sur des métiers techniques, type pentester, architecte cybersécu, etc. Mais ouais, c'est en échangeant, en fait, tout simplement avec des consultants directement. Voilà, sans trop détailler, mais... Voilà comment j'apprends des choses. Merci. Livia? Oui, c'est vrai que quand on n'a pas fait des études dans ce secteur-là, on a une certaine peur de l'inconnu, puisqu'on n'a pas non plus forcément beaucoup d'exemples qui s'expriment dans le public. Ça a beaucoup changé, heureusement, ces derniers temps. Et je vous encourage, si vous êtes expert en cybersécurité, de partager vos expériences. Ou sinon, si vous êtes dans d'autres secteurs, de ne pas hésiter à rapprocher les experts pour justement avoir des exemples dans la vie réelle de personnes de parcours différents qui peuvent s'investir dans ce secteur.
Ensuite, il est vrai qu'il y a un certain sentiment de manque de légitimité qui peut s'installer là au début, puisqu'on se dit on est dans une équipe avec des gens qui font ce métier depuis 10 ans, 20 ans, qui ont des études en plus là-dedans. Heureusement, j'ai été très bien entourée. On m'a laissé comprendre très vite que toute compétence peut être mise au service de la cybersécurité. Donc, il faut juste oser et puis ne pas hésiter à prendre l'exemple autour de soi d'autres personnes avec des parcours extrêmement différents qui font de la cybersécurité. Merci Livia. Lucas? Alors justement, moi, ma crainte justement au début que j'avais, c'était de ne pas avoir suffisamment le niveau justement pour, par exemple, avoir une alternance pour les 3 ans, que j'assure. Et justement, le fait justement de me former sur les plateformes comme du coup TrackMe et Les Défense justement par la suite, c'est ce qui a fait que du coup je me suis dit j'aurais plus de connaissances et une meilleure appréhension, une meilleure compréhension justement du domaine en soi et justement par la suite de pouvoir pratiquer parce que avoir de la théorie en partie c'est bien mais c'est quand même mieux justement si on peut l'appliquer par la suite. Donc, tu avais besoin de ces plateformes en un sens pour asseoir une certaine légitimité dont tu avais l'impression de manquer dans ta recherche d'alternance? Ouais, c'est ça, c'est juste pour avoir plus d'expérience et connaître différents domaines justement de la cybersécurité. Enfin, c'est en soi justement pour éviter d'avoir cette crainte et justement aussi de pouvoir justement me développer dans différents domaines la cyberdéfense parce que c'est quand même un domaine assez vaste. Donc c'est ce qui fait justement que je voulais me former justement en partie aussi en autodidacte. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois, pour le coup, j'ai pas fini ma phrase en fait. Merci à tous les trois de nous avoir présenté votre parcours. La deuxième partie de ce podcast, on la voulait un peu plus interactive pour le coup, et donc vous allez totalement solliciter. On vous avait prévenu, vous êtes traquenardés de toute façon dans cette salle. Comme Léa l'a indiqué tout à l'heure, ce podcast, c'est la destination des 15-25 ans, pour le simple fait que... Bon, plusieurs faits en fait. Déjà parce qu'on manque de femmes dans la cyber, donc ce podcast veut mettre aussi en avant des profils de femmes qui travaillent dans la cyber. C'est très redondant comme phrase. Je vous invite à consulter nos autres épisodes où on a interviewé des personnes très intéressantes. Et c'est aussi le cas pour vous. On le promet. Et le deuxième problème étant aussi que, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a encore peu de personnes qui sont au courant de cette filiale. Et donc, dans la deuxième partie de cet épisode, si vous le voulez bien, on aimerait aborder tous ensemble la formation. Donc, on va demander bien sûr à nos invités de parler des formations auxquelles ils ont eu accès pour appréhender la cybersécurité, leur métier, ainsi que leurs études. Et ensuite, je sais que dans la salle, vous êtes tous concernés par... Cédric, c'est notre traquenard qui était... Pour la petite histoire, Cédric était perdu dans les locaux du couvent jacobin où nous nous trouvons actuellement. Et on ne lui a pas indiqué son chemin, on lui a juste dit « tu peux venir dans la salle 18 ». Et donc, Cédric est autodidacte. Exactement, je vous propose qu'on applaudisse tous Cédric pour le mettre bien à l'aise. Exactement, on t'a dit que tu serais la star du podcast. Donc peut-être si on parle d'apprentissage, une première question, est-ce qu'il y aurait, si on part sur une touche un peu positive, une première victoire? Enfin, c'est forcément des étapes, donc est-ce qu'il y a eu un premier bug bounty mené de bout en bout? Est-ce qu'il y a eu une formation réussie ou une plateforme qu'on a réussi à hacker? Enfin, comment on arrive à faire étape par étape sa formation? Est-ce que toi, Livia, par exemple, il y a eu une première victoire? Alors, ma première victoire, c'était peut-être quand j'avais commencé à travailler. C'était le sujet numéro 1 à l'époque pour tout ce qui est cybercriminalité était les ransomware. Alors, c'est encore le cas, mais c'était notamment le cas en 2020-2021. Vous savez, la menace numéro 1 en 2021, etc. C'était aussi le moment où les groupes ont commencé à s'établir vraiment et à se construire en groupe avec un branding très bien travaillé. Et où on était vraiment à la chasse de nouveaux groupes de ransomware, de nouveaux sites de leak de données, parce que c'était aussi une technique qu'ils avaient adoptée à l'époque, et il y avait beaucoup de sites de leak qui commençaient à apparaître, où ils publiaient le nombre des victimes. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à les découvrir moi-même, au lieu de les consulter en source ouverte, ou au lieu de suivre d'autres experts, à les trouver, et à partager à la communauté des informations là-dessus, j'étais assez contente.
Voilà, c'était ma petite victoire de début de parcours. Merci Olivia. Mehdi, Lucas, est-ce que l'un d'entre vous? C'est alors justement on va dire la victoire, on va dire juste enfin sur la partie formation, c'est justement déjà d'avoir su, on va dire vers où m'orienter justement après que j'ai fait mon BTS, parce que c'est pas forcément évident, enfin c'est pas tout le monde qui se dit je vais continuer mes études justement vers la cybersécurité. Et justement, c'est le fait que j'ai commencé la formation sur Open Classroom et après justement avoir intégré 2600, qui a fait que je me suis dit, enfin que ça a consolidé l'idée que je me suis dit je veux faire de la cyber par la suite, de mois en mois, genre vraiment de mois en mois, que je faisais déjà au début la formation sur Open Classroom, puis après avoir intégré 2600, en ayant rencontré d'autres personnes justement dans ma promo, et en ayant échangé avec eux, c'est ce qui a fait que je me suis dit je veux faire de la cyber et surtout me spécialiser dans la cyberdéfense. Moi, il y en a plusieurs, parce que j'ai eu plusieurs postes dans la cybersécurité, mais du coup, vraiment ma première victoire, c'était du coup en tant que chargé de recrutement. Quand j'ai commencé, c'est la première personne que j'ai réussi à recruter dans ma première boîte, où du coup, je pense, en tout cas, si la personne nous a rejoint, c'est que j'ai compris ce qu'elle faisait, ce qu'elle recherchait, et voilà, de pouvoir échanger, de comprendre ce que la personne veut et que ça corresponde à ce que nous, on peut lui offrir. Voilà, c'était une première victoire où je me suis dit, OK, bon, je pense que je suis comment? Oui, voilà, je pense que voilà, c'est un peu crédible ce que je dis, donc ouais, ça, c'est ma première victoire. Et inversement, on se pose aussi forcément la question des difficultés qu'on rencontre. Et pour toujours tout ramener à moi-même, cet été, j'ai cherché à me former j'ai pour projet de commencer une thèse sur des sujets liés à Internet. Et essayer de comprendre Internet quand on n'a jamais fait ça de sa vie, c'est hyper compliqué. Je savais pas par où commencer. Et il y a tout de suite un mur qui se présente à nous. ChatGPT a été mon meilleur ami tout le mois de juillet-août, je ne vous cache pas. Et donc, je m'interrogeais sur vous, quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées et comment vous avez fait pour les surmonter. Enfin, ça peut paraître hyper bateau quand on entend ça de l'extérieur, mais en fait, quand on est confronté pour la première fois à des enjeux cyber, que ce soit dans n'importe quel type de métier, ça peut très vite être compliqué, quoi. Je ne sais pas si l'un de vous a envie d'en parler. Ouais, moi, l'une des difficultés, du coup, c'est plus sur mon poste actuel, c'est-à-dire en tant que commercial. Vu que je suis en contact directement avec des RSSI de grosses structures, déjà parfois, effectivement, il y a cette question de légitimité OK, moi, je discute avec le RSSI groupe de telle ou telle entreprise. On se dit quand même, il y a des gros enjeux, c'est pas facile. Et ça m'est déjà arrivé, c'était au tout début, quand je commençais à être, quand je suis passé commercial, à échanger avec un RSSI sur la cybersécurité industrielle, donc encore plus spécifique, encore très nouveau, où là, la personne, clairement, voilà, elle m'a poussé dans mes retranchements, où elle me posait des questions hyper techniques. Et moi, voilà, on va dire, je connais en surface, mais quand il faut rentrer vraiment dans le vif du sujet, si on parle d'architecture ou autre, c'est pas mon métier, c'est pas mon sujet. Voilà, et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et du coup, moi, ça m'a permis derrière effectivement de me dire, bon, faut pas que ça se reproduise, parce que c'était pas le meilleur moment que j'ai passé de ma vie, clairement. Mais du coup, voilà, c'est de pouvoir de bien expliquer déjà ce que nous on fait, ce qu'on peut apporter, et derrière aussi d'être accompagné des bonnes personnes, parce que dans les entreprises dans lesquelles je travaille, voilà, il y a des personnes techniques, c'est leur métier, ils peuvent discuter de la même langue que les personnes en face de moi. Mais ouais, c'était l'une des plus grosses difficultés, c'est quand on te montre que tu comprends rien, que voilà, pas facile. Et justement, si on interroge un peu l'auditoire, une question pour Charlotte, par exemple. Parce que en fait, si tu veux bien te présenter, mais typiquement, tu viens d'une formation pas technique et tu as dû parler cyber avec 1 milliard de personnes dans ta vie. Comment on fait pour parler cyber avec des gens, avec des gradés, en plus de ça, avec des militaires? Comment on fait pour parler cyber quand on ne vient pas de cette formation et comment on surmonte ces difficultés? Je suis un peu prise de court là. Merci. Merci.
Je me présente, donc je m'appelle Charlotte Wojcik. Je suis la fondatrice des Cadettes de la Cyber. J'ai travaillé, olé. J'ai travaillé au sein du ministère des Armées pendant 5 ans, 5 ou 6 ans. J'ai été chef de mission ministère des Armées et puis bon, je menais des opérations, on va dire, cyber, voilà, au sein du COP Cyber. J'ai été recrutée parce que j'avais justement des compétences dans les sciences sociales et non pas dans les sciences dures. Vous savez, il y a un triptyque au sein du ministère des Armées, c'est la LID, la L2I et la LIO. Voilà, vous êtes tous à peu près au fait. Absolument pas. Ok, LIO, lutte informatique offensive, LID, lutte informatique défensive, L2I, lutte informatique d'influence. Forcément, j'étais dans la L2I, mais en fin de compte, les trois se tiennent ensemble. Donc, lorsque je menais ces opérations, j'étais entourée d'une équipe où il y avait des techos, hein, clairement, qui étaient d'ailleurs le plus souvent autodidactes. L'un d'entre eux était électricien à la base, donc rien à voir, il s'est formé tout seul. Et donc, c'est comme ça que j'ai goûté en fait à la cyber et que je ne m'en suis plus séparée. J'ai appris sur le tas parce que en fait, compte, je connaissais rien à la cyber. Je me souviens très bien. Là, c'est pour le petit clin d'œil. Je suis pas sûre que vous sachiez ça, les filles, mais Frédéric Douzet, vous voyez très bien qui est Frédéric Douzet. Bon, parce que j'étais à l'IFG aussi, comme vous. Et du coup, Frédéric Douzet m'avait proposé un mémoire sur la cyber à l'époque. Et Ça fait peur la première fois. Et j'ai dit, non, c'est de la merde, la cyber, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je veux pas aller là-dedans. Il est hors de question, j'ai même pas choisi ça. Donc en fait, j'ai repoussé la cyber la première fois où la cyber s'est offerte à moi parce que j'avais une méconnaissance de la cyber. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai fait bon. J'ai fait un mémoire sur le trafic de cocaïne au Pérou, rien à voir. Voilà. Vachement plus fun. À l'époque, je pensais que c'était vachement plus fun. Aujourd'hui, ça serait à rechoisir. Je pense que j'opterais pour la cyber. Mais bon. Et du coup, j'ai appris vraiment au ministère des Armées et je parlais pas technique, je parle toujours pas technique, c'est-à-dire que je suis un peu comme toi. Je suis commerciale aujourd'hui de métier, hein. Je suis chez Capgemini et j'étais en charge des sujets enseignement et cyberdéfense chez Capgemini, donc je suis sur d'autres sujets. Mais lorsque j'étais en face d'un RSSI, comme toi par exemple, je comprenais pas tout. Par contre, j'avais une baguette magique avec moi, c'est que j'avais fait mon petit séjour de 5 ans au ministère des Armées, où j'avais côtoyé toutes les opérations, que j'étais entourée de techos et qu'ils parlaient de ça tout le temps. Donc au bout d'un moment, t'as une oreille en fait qui se fait au truc. Et ça vient, et tu mords aussi, tu vois. Donc, tu t'y intéresses de plus en plus. Ça veut pas dire que demain matin, je vais être technique. Loin de là. Et d'ailleurs, ne me mettez pas en première ligne là-dessus aussi, oui, il va rien se passer. Mais voilà, c'est juste pour dire que en fait, il faut baigner dedans et quand on baigne dedans, on y tombe amoureux. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. On y tombe amoureux et on peut y parler. On parle pas forcément aussi bien technique, mais on comprend les principes et ça suffit parfois. Juste comprendre les grands principes suffisent pour essayer d'apporter une réflexion, une pierre à l'édifice ou d'aller plus loin et voilà, et d'apporter de l'intelligence en fait au groupe. Voilà. Merci Charlotte. Merci beaucoup Charlotte. Si on fait un petit point d'étape. Moi, si le prof il faisait pas ça en cours, j'étais absolument perdue. Donc petit point d'étape. Comment on se forme dans la cyber de manière autodidacte? On va encore un peu plus le voir tout de suite en parlant des différentes plateformes. Mais de ce qu'on entend, que ce soit le discours de Charlotte, le discours de Midi, et je vous avoue que c'est totalement mon cas aussi, c'est en parlant en fait. En parlant avec des personnes qui sont certes plus techniques. Moi, j'ai la grande chance, je trouve, de travailler avec une communauté de hackers éthiques en travaillant chez Yogosha. Et pour le coup, c'est des bébous ultimes. Terme à prendre au premier degré. Et donc, il y a cette vulgarisation, en fait, cet amour qu'ils ont pour leur travail. Ils arrivent à le communiquer. Alors, je ne suis pas encore une passionnée des ordinateurs, je ne vous cache pas. Mais il y a un truc communicatif et il y a aussi quelque chose qui n'est pas excluant. C'est d'ailleurs une professeure, Frédéric Douzet, de notre encore elle, de notre université qui nous avait dit, et je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, parfois,
quand vous êtes amené à parler avec des techniciens, ça vaut pour la cyber et ça vaut dans plein de disciplines autres, les gens vont être amenés à vouloir tester vos compétences en vous excluant par le langage. Donc, à utiliser plein d'acronymes. Dans le ministère des Armées, c'est une calamité, par exemple. Utilisant des acronymes, utilisant des termes très techniques ou des tournures de phrases un peu anglicisées pour que ce soit un peu plus compliqué à comprendre, alors que ça aurait totalement pu être traduisible. Je suis pas sûre du mot. Ouais, patient. Et donc, je sais absolument plus où je voulais en venir, mais je trouve mon propos super pertinent. Voilà. Je voulais donc parler des plateformes, et c'est aussi à ce moment-là que j'aimerais que vous interveniez. Je sais que dans la salle, il y en a plein qui les utilisent, plein. Je vise Cédric, bien évidemment. Mais est-ce que Lucas, juste avant, tu pourrais nous en parler? Parce que toi, je sais que tu en es un grand amateur. Alors justement, pour parler justement des plateformes qu'on peut retrouver justement pour se former en autodidacte, en tout cas de celles que j'ai longuement justement utilisées pour me former, j'en connais, enfin il y en a 3 principalement que j'ai utilisées. Déjà il y a Xbox Academy, donc du coup qui a une partie académie, donc du coup avec ses cours, et une partie du coup ProLabs, Labs, une partie donc du coup plus pratique. Et sur la partie du coup académie, il y avait du coup un cours qui m'intéressait, que j'ai fait en partie. Du coup c'était le cours SOC Analyst. Ils ont grosso modo, il me semble, 3 ou 4 cours, donc un sur du bug bounty, un pour être pentester et un du coup pour être SOC Analyst. Après du coup j'avais utilisé aussi TrackMe, qui est assez diversifié justement. Ils ont des cours sur du DevSecOps, de l'offensif et du coup du défensif. Donc moi j'avais fait principalement du défensif, vu que c'est ça que je recherche actuellement. Et une plateforme donc, du coup, qui elle est spécialisée, qui s'appelle Let's Defend, qui du coup a on va dire 5-6 cours, on va dire sur la partie offensive. Donc il y a donc, du coup un cours SOC Analyst, d'autres sur des domaines plus pratiques, donc du forensique, l'analyse de malware, mais je vais pas rentrer plus en détail parce que sinon je vais perdre tout le monde. Mais grosso modo, celle qui est spécialisée, oui, du coup, en cyber-offensif, c'est Let's Defend. Ok, trop bien. Et juste pour qu'on ait une idée, est-ce que c'est des plateformes qui sont payantes toutes? Pour la majorité, donc du coup, oui, elles sont payantes. Mais généralement, c'est par mois, on va dire, aux alentours de 10-15 €. Ok. En étant étudiant, et même sans être étudiant, c'est un peu plus cher, c'est on va dire 15-20 € grand maximum. Donc c'est on va dire relativement accessible. Et du moment où du coup on va travailler assez rapidement pour suivre les cours, quoi. Ok, super. Est-ce que toi, Livia, tu as des formations aussi à conseiller que tu as connues ou autres? Je ne peux que conseiller effectivement les plateformes qui viennent d'être mentionnées. Je me suis beaucoup servi de Open Classrooms, qui effectivement est une ressource en ligne qui propose des formations souvent gratuites. En toute modestie, j'ai aussi travaillé avec eux pour moi créer un cours avec Open Classrooms sur la veille en cybersécurité. Donc je vous invite, si le domaine vous intéresse, de consulter ça. Au-delà des plateformes, je pense aussi que la formation peut se faire via plein d'autres ressources, comme les webinars, les MOOC, les certifications qui peuvent parfois être certifiantes, même tout en étant gratuites. Échanger avec les experts, faire des salons, faire des conférences, lire des livres aussi spécialisés, et faire une veille finalement très active sur des articles sur la cyber, par exemple. Je crois beaucoup en la régularité et la discipline. Je pense que si on est attentif et on fait de la veille proactive sur un sujet qui nous intéresse, on finit par mieux le comprendre et par être capable aussi de comprendre les tendances. Comprendre aussi quelles sont les perspectives futures, etc. Génial, merci beaucoup. Et donc, je vous ai déjà introduit Cédric. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton Bonjour. parcours et ton auto-formation, du coup? Ouais, bien sûr. Alors moi, ça a commencé très jeune, en fait. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai fait de l'informatique par les jeux vidéo, d'abord.
Et donc forcément, j'étais sur mon ordinateur. Et quand on est sur son ordinateur et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on veut le construire. Et en le construisant, on s'y intéresse. Et puis en fait, le côté technique est venu comme ça, donc un petit peu naturellement. Ensuite, j'avais un contrôle parental sur ma Freebox. Donc, évidemment, j'ai commencé par là. Je crois que c'était ma première expérience. C'était pas très compliqué. J'ai regardé mon père taper son mot de passe. Voilà. Mais c'était quand même quelque chose. Et je vous remercie de le reconnaître. Et ensuite, voilà, donc j'ai fait un parcours classique, lycée S, option ISN à l'époque. Prépa PCSI, je suis allé en ingénierie généraliste, en sachant que je voulais faire de l'informatique, mais j'aimais bien, j'étais juste curieux de continuer d'apprendre la physique, la chimie et tout ça. Et je me donnais des chances, en fait, j'ouvrais le plus de portes possible, comme beaucoup de gens de mon âge, j'imagine. J'ai 22 ans, en fait. Et du coup, ensuite, je suis parti en parallèle de ma 4e année d'ingé généraliste. J'ai commencé la cyber, en fait. J'ai commencé par TryHackMe, qui est, je pense, la meilleure plateforme pour commencer, parce que ça nous guide beaucoup, il y a des cours, etc. Vous entendrez parler aussi de RouteMe, c'est une autre plateforme sur laquelle je suis. Et je vous conseille d'être déjà un petit peu avancé avant de vous y attaquer, parce que même si elle est plus reconnue en France, les challenges ne sont pas guidés, et donc vous risquez de vous perdre d'une puissance folle dans les outils et dans les langages, et dans Linux, même si vous ne connaissez pas Linux. Mais donc oui, voilà, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Les plateformes comme TryHackMe sont bien pour commencer, payantes certes, mais tellement peu chères par rapport à une école traditionnelle, que par la motivation, on peut vraiment tirer beaucoup de choses de ces abonnements-là. Voilà. Et donc j'ai appris sur TryHackMe et RouteMe maintenant. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une complémentarité quand même entre les formations en école, toi ta formation d'ingénieur, et ensuite les plateformes? Bien sûr, en fait, il y a une sorte de logique, de rigueur aussi dans l'apprentissage. Je crois que pour savoir travailler, c'est bien d'être... moi, l'école que j'ai fait, en tout cas, m'a appris à savoir travailler, avoir une hygiène de travail, j'imagine, quelque chose comme ça. Parce que c'est les mots qu'on utilise quand on est sur LinkedIn. Et donc, oui, je pense que ça peut aider. Mais par contre, c'est pas nécessaire d'être en école pour aller sur les plateformes. D'ailleurs, on peut être juste passionné et s'y mettre quand on veut, en fait, de notre côté. Ouais, sans problème. Merci beaucoup, Cédric. Très encourageant, j'espère. Est-ce que Mehdi, Olivia, vous voulez partager aussi d'autres expériences ou bien est-ce que vous avez peut-être des recommandations sur des choses qui vous ont aidé? Donc, on sait déjà qu'il y a le podcast La Matrice à bugger pour une première approche finalement de la cyber. Mais est-ce qu'il y a des podcasts, livres ou autres recommandations que vous avez pour s'auto-former à la cyber? Olivia, peut-être? Pour les podcasts, en dehors de celui que vous êtes en train d'écouter, j'écoute souvent Le Monde de la cyber. Je viens de finir aussi le livre Espionner, mentir, détruire de Martin Huntersinger qui est très rigoureux dans les détails, dans le sourcing, mais aussi très haut niveau pour être très intéressant et qui permet de comprendre mieux l'écosystème offensif-défensif français, cyber, et aussi comprendre un peu pourquoi la France a été la cible de différentes campagnes malveillantes le long du temps. Moi, en termes de formation, de par mon métier, comme toi, j'ai pas vocation à être technique. Même si j'ai déjà essayé, je me suis inscrit sur RouteMe, TryHackMe. Je pense qu'on s'est tous inscrits. Voilà, je me suis juste inscrit. Et on a fait le level... Moi, c'est même pas le level 1, c'est le level 0. Voilà, donc, c'est-à-dire que j'ai installé une VM, j'en suis pas peu fière. Et puis après, elle était là, elle est restée. Ça fait super joli sur mon bureau. Et puis, c'est tout. Voilà, pareil, j'ai juste inscrit. Après, j'ai pas eu la foi de m'y mettre, parce que je pense vraiment qu'il faut être passionné, du coup, pour... Et c'est pas pour moi, en tout cas, pour l'instant, hein, peut-être ça peut être amené à changer. Donc moi, ça a beaucoup été dans l'échange et dans l'écoute aussi, du fait des personnes qu'on côtoie. Donc, que ce soit des consultants ou même en interne, moi, j'ai eu la chance dans les différentes structures, dans les boîtes dans lesquelles je suis passé, j'ai beaucoup travaillé avec des ethical hackers. Donc, pour le coup, pour moi, c'est ce qui est le plus sexy, entre guillemets, en cybersécurité, de se dire, OK, les mecs, voilà, ils ont de l'or dans les mains et ils font des trucs qui ont l'air hyper intéressants, parce que moi, ils ont déjà essayé de me montrer leur écran en disant, regarde, voilà ce que je suis capable de faire. Je dis, OK, moi, je vois des chiffres. Bon, ça me parle pas, mais apparemment, c'est très bon. Et je les crois, hein, parce que bon...
Voilà, je sais pas, moi, contrôle alt supre, c'est tout ce que je sais faire. Après, voilà, ça s'arrête là. Mais moi, ça a beaucoup été dans l'échange du coup avec les personnes, dans l'écoute aussi. Forcément, les rendez-vous aussi que j'ai pu faire du coup avec les RSSI à comprendre leurs problématiques. Enfin voilà, moi, je me suis beaucoup formé comme ça. Et je sais plus où je voulais en venir. Mais en fait, comme dans toute formation, dans tout process d'apprentissage, il y a beaucoup de répétitions. Et donc, pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Je te répète beaucoup mes anecdotes, mais c'est pour que tu les intègres. Et donc, oui, j'imagine, à force des rendez-vous avec les RSSI, bah ouais, c'est ce que Charlotte disait, tu mords sur certaines notions, tu dis, ah oui, bah oui, ça je connais, et tu t'accroches. Parce que le reste, c'est un peu plus flou, mais on s'adapte. Et tu parlais de passion, ça me permet d'ouvrir sur une autre question. Comment est-ce que vous, alors vraiment c'est un vous très large, restez motivé, restez curieux, je pense que c'est aussi le maître mot, pour la cyber? Est-ce qu'il y a des figures particulières qui vous inspirent, qui vous motivent? Tu dis, oh putain, lui il a réussi à faire ça. Et j'ai le droit de dire putain, c'est Peggy 15, on a dit ce podcast. Qui vous inspire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait intervenir? Charlotte, t'as le droit de dire moi, hein, vraiment n'hésite pas. Vous n'êtes pas inspiré? Bah moi, c'est toi, Léa, qui m'inspire. Écoute. Bon, on peut passer à la question suivante. Elle pouvait être merdique. Hein. De toute façon, celle-ci, c'est Léa qui l'a écrite. Alors, ça va être une Charlotte qui parle. Ça va être une demi-réponse. Donc, lorsque je travaillais au ministère des Armées, on combattait des ennemis. Hein, voilà. Bon. Certains ennemis m'ont quand même pas mal bluffé sur leur technique. Et j'ai appris aussi pas mal d'eux, en fait, au départ. Et après, on était aussi un peu badass quand même. Donc, le ministère des Armées, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, on avait de très bonnes idées, mais je pense que ouais, j'ai beaucoup appris en fait de la partie adverse. C'est une très belle réponse qu'on reconnaît pas toujours en plus, mais beau gosse. J'ai pas de micro. Non, mais oui, c'est important puis c'est en s'écoutant aussi comme aujourd'hui qu'on a des inspirations aussi différentes. Et justement, pour rester dans cette idée d'écoute, transition est magnifique. Est-ce que vous auriez un conseil, à nouveau question très bateau, mais en fait nécessaire quand on se pose plein de questions, qu'on est en formation ou en auto-formation, un conseil, non pas que vous donneriez quelqu'un que vous connaissez pas, mais que vous donneriez à vous au tout début. Genre, t'inquiète pas, ça va aller, c'est juste moi qui me dis ça à moi-même. Mais voilà, comment ça va se passer et quel conseil vous vous donneriez aujourd'hui? Un truc que vous auriez aimé savoir plus tôt, par exemple. Lucas, tu veux commencer? T'as pas le choix. Je te tends le micro. Alors sur le coup, j'ai pas l'inspiration qui me vient, mais je dirais peut-être d'avoir su justement, avoir connu justement les plateformes justement pour s'auto-former bien avant, et avoir suivi généralement des cours sur la cyber bien avant. Ouais, c'est ça, me lancer bien avant. Alors moi, j'aurais dit oser être un peu plus force de proposition, puisque je pense au début de carrière, surtout quand on n'a pas fait une formation académique, mais qu'on vient plus d'une formation de terrain dans un secteur, donc la cybersécurité par exemple, on passe par une première phase où on apprend beaucoup de choses et on est plus là pour accumuler plein de connaissances. Et ça prend un peu de temps avant d'oser être force de proposition. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire très tôt, puisqu'on vient tous avec des compétences différentes, mais qui peuvent être toutes mises au service de la cybersécurité, qu'on soit spécialiste au RH, géopolitique, des fois on sait juste très bien écrire un article et c'est super important, mais si sur le fond on ne comprend pas très bien, mais en travaillant avec un collègue qui est technique par exemple, on peut arriver à faire une analyse, une investigation très intéressante. Donc, ne pas culpabiliser de ne pas avoir un profil technique ou de ne pas avoir la même expérience que la majorité de nos collègues et être force de proposition et croire en le fait que tout ce qu'on connaît et toutes nos compétences peut être très utile pour notre équipe, pour notre société en général.
Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui sont en train de faire des thèses et d'autres qui ont des parcours très divers. Est-ce que quelqu'un aurait un conseil pardon, à son jeune soi? Tiens, Inès. Merci. Moi, j'aurais un conseil, c'est ne pas hésiter à poser des questions. Parce que je sais que, quand j'étais plus jeune et encore maintenant, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur de mais ça, j'aurais dû le savoir. Et je me dis, des fois, quand quelqu'un me raconte quelque chose, j'ai vraiment, je me dis, ça, j'aurais dû le savoir et donc je vais pas poser la question. Alors que non, justement, c'est tout l'inverse. Il faut poser la question, comme ça, tu le sauras et comme ça, on va t'expliquer. Un expert en face de toi va pouvoir t'expliquer. C'est une chance. Donc voilà, plus poser des bonnes questions. Je suis totalement d'accord avec toi et je t'avoue que c'est un peu ma passion, d'hocher la tête en faisant semblant d'avoir compris, hein. Parce qu'on va pas se mentir, parlons honnêtement, il y a aussi une sorte de sentiment coupable qu'on a déjà évoqué, de se dire je devrais le savoir donc je vais passer pour une con, parce que ça inclut tout le monde finalement, à ce moment-là, mais t'as raison, faut totalement se déculpabiliser et si la personne te prend de haut à ce moment-là, c'est elle le trou du cul. Alors, je vais te rebondir sur ce que tu as dit, Inès, mais bon, par exemple, moi, au bout de 3 ans de thèse, j'ai un peu toujours ce syndrome d'imposteur parce que c'est tellement vague, il y a tellement de sujets que, en fait, on continue à apprendre tous les jours. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est que on découvre encore des choses tous les jours. Et surtout en cyber, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça vient de tout le monde, en fait. Ça vient des jeunes qui sont recrutés, des stagiaires qui sont recrutés, comme des anciens qui ont beaucoup plus de bagages et on peut vraiment apprendre de tout le monde parce qu'il y a tellement de nouveautés tout le temps que voilà, faut vraiment continuer à être curieux et c'est comme ça qu'on progresse. Mehdi? Merci. Non, mais pour rebondir, effectivement, je partage. Moi, je sais que j'ai posé beaucoup de questions au début, encore une fois, avec les consultants. Et en parlant aussi avec des personnes vraiment techniques de la cybersécurité, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il faut être humble. Personne peut prétendre aujourd'hui tout connaître en cybersécurité. Il y a tellement de spécialités différentes dessus. Donc, même eux, on va dire les personnes qui sont dans le métier, qui mettent les mains dans le cambouis, ils n'hésitent pas. Donc, je partage ce qui vient d'être dit. Dieu plus soi. Parce que Dieu n'a pas de plus de moi. T'as lu celui-là. Des hackers éthiques avec lesquels je travaille, combien m'ont dit là tu vois je serai pas disponible pour un pentest ou pour faire du bug bounty sur tel mois, souvent c'est les mois d'août, les mois des vacances pardon, pour la simple et bonne raison qu'ils savent qu'il y a besoin de faire une remise à niveau annuelle sur toutes les techniques qui ont pu sortir, etc. Charlotte, je te voyais réagir sur les propos précédents, sur le fait que c'est en perpétuelle évolution. On rentrera pas dans le sujet tout de suite, du tout, mais l'IA permet aussi de faire progresser énormément de choses, que ce soit côté attaque en cybersécurité ou que ce soit du côté défensif. Je place le mot IA parce que c'est clairement clickbait. Pour cela, il faut renvoyer à la table ronde de Frédéric Douzet. Absolument super sur les cyberoffensives. Mais bref, la nuit commence à se coucher, donc je vous propose qu'on passe aux petites questions flash. Comme on n'est pas original, on pompe absolument tout chez Combini, sachez-le. Voilà. Et on ne paye pas de frais d'auteur. On verra comment ça se passe avec les cadettes après. Hein. Je t'enverrai la note. Du coup, des questions. Toute la salle peut répondre. Nos invités, on va vous laisser les micros. Mais la première, c'est pour apprendre plutôt podcast ou vidéo. Moi, je réponds pour moi parce que j'ai le micro. Podcast à fond parce que tu peux l'écouter tout le temps et c'est trop cool. Et tu peux aussi, il n'y a pas besoin d'être concentré dessus. Tu peux courir ou cuisiner en même temps. Et je suis hyper grande consommatrice de podcasts. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Mais je sais qu'il y a 2 teams. Est-ce qu'il faut vraiment choisir entre les deux? En plus, aujourd'hui, il y a encore des podcasts avec des vidéos aussi. Donc, comment choisir? En plus, podcast aussi également, je pense. Comme on passe tous notre vie dans les transports, les Parisiens me comprendront. Je pense plus podcaster, effectivement. Et une vidéo. C'est un gros consommateur qui a fini YouTube. Alors pour ma part, j'aime autant les podcasts justement que les vidéos, mais on va dire pour quand je veux mener justement un projet perso ou autre, j'aurais plus tendance du coup à voir des vidéos sur par exemple YouTube.
Ok. Oui, comme ça, j'imagine la description de comment c'est fait, etc. Ouais, c'est ça. Cédric, tu disais amateur de YouTube, tu as des chaînes particulières que... Bien sûr, je pense que vous connaissez tous Micode ou Underscore par exemple, qui est un podcast vidéo qui accueille pas mal d'acteurs de la cyber et de l'informatique en général et qui du coup parle des sujets récents, etc. En fait, c'est bien, c'est pas le sujet, mais c'est bien d'écouter podcast et vidéo pour se tenir au courant, comme vous disiez, pour se faire se mettre au courant de ce qui se passe en fait dans le monde de la cyber. Moi, j'en profite aussi pour faire une petite dédicace à la chaîne de... Ouais, petite dédicace. Act... Attends, je vais le retrouver. Act Back, qui est une chaîne ultra qualitative, pareil, sur Facebook. Sur... Quoi? Sur YouTube. Sur YouTube. Et pareil, ils vont traiter à la fois de sujets techniques et aussi ouvrir à des nouveaux enjeux. Oh, waouh. Je vais passer le micro, c'est correct. Est-ce que vous êtes plutôt café ou Red Bull quand il s'agit de faire du test toute la nuit? Moi, je suis les deux. Faut accumuler, hein, on y va pour être réveillé. Ouais, grand passionné de café, hein, la vie de bureau, ça aide pas. C'est vrai que les pauses café, c'est quand même la vie, on est d'accord. Je rejoins pour le café aussi. Moi, je hack pas, moi, donc... C'est... Thé. Il faut quand même préciser que travailler la nuit, ce n'est pas bien. Hein. Il faut éviter. S'il est possible, il faut éviter. Et un avis, hein, n'hésite pas. Enfin. Non, moi, franchement, je vais pas te mentir, je dors, je peux pas rester éveillée. On verra ça demain. C'est un problème pour Manon de demain. Si vous deviez donner un mot de passe idéal, ce serait quoi? Allez, dis-le. Pas le mot de passe, le vôtre. Oui. J'étais pas prévenue de cette question. Allez, on peut en faire une autre, y a pas de souci. J'en ai plein. Êtes-vous plutôt Black Hat? Alors, on peut le dire. On avait des idées, mais ChatGPT nous a beaucoup aidé à trouver ces questions-là. Est-ce que vous êtes plutôt Black Hat ou White Hat? Lucas, peut-être, c'est une question pour toi. White Hat. En fait, t'as vraiment pas le choix. Parce que là, s'il dit Black Hat, il est fiché et tu le retrouves dans la merde. T'es Black Hat, t'es très obscur. Ouais. Mais stylé. Et peut-être la dernière un peu plus pop culture finalement. Est-ce que vous êtes plutôt Mr. Robot ou Black Mirror? Tu as vu les deux? Tout le monde a vu les deux. Mr. Robot, pas le choix. Bah oui. Enfin, j'aime bien les deux, mais Mr. Robot parle de sujets techniques plus que Black Mirror qui parle de philosophie et de... Voilà. Moi, je dois faire une confession. T'as vu ni l'un ni l'autre? Non, ça va, Black Mirror, j'ai vu. Même s'il y a des trucs un peu traumatisants. Mais j'ai menti pendant des années en disant ouais, Mr. Robot, ouais, de fou. Mais pas du tout. Sincèrement, je commence à dire vraiment n'importe quoi. Donc, je vais laisser... Et tiens, Mehdi, tu veux clore le podcast? Est-ce que vous avez des questions avant? Et sinon, je sais pas à quelle heure est la remise du prix CTF, mais c'est très bientôt. Et après, il y a le cocktail avec le champagne. On voudrait pas louper ça quand même. Hein, donc, on finit vite. Est-ce que vous avez des questions? C'est Chloé. Vu que ce podcast s'adresse aussi aux 15 ans et plus, est-ce que vous auriez des qualités que vous pouviez avoir au lycée qui seraient utiles aujourd'hui dans vos métiers pour essayer un peu de guider les lycéens qui aimeraient venir vers la cyber, pouvoir un peu se reconnaître en ces qualités et pouvoir un peu chercher un peu plus par rapport à vos métiers ou aux métiers que vous connaissez autour de vous? Toi, t'es engagée en animatrice de la matrice à bug. Hein. Beaucoup plus pertinent que les questions. Alors, je vais pas être originale du tout et je ne raterai jamais de le dire, la curiosité.
Certainement, ça s'applique à peu près tous les métiers, mais quand on fait de la cyber et notamment quand on est amené à faire des investigations en ligne, c'est vraiment très important pour savoir aller jusqu'au bout de chaque hypothèse, de chaque possibilité d'analyse d'investigation. Être curieux et vraiment ne pas hésiter à chercher dans les détails, aller plus loin à chaque fois qu'il y a la possibilité, et puis être passionné, puisque sinon, ça n'a aucun intérêt. Peut-être que ça va être pris péjorativement, mais je pense qu'il faut être hargneux aussi. En tout cas, Lucas, tu as dit ce terme tout à l'heure, le try hard. Et je l'entends tout le temps en parlant aux hackers. Et donc, il y a un côté, c'est ton ego qui est visé directement quand tu n'arrives pas à résoudre un problème. Et donc, il faut aller chercher cette résolution pour ton ego personnel. Et l'ego n'est pas un truc forcément négatif, donc je crois qu'il y a aussi un peu de ça. En fait, quand je disais justement que je tryhardais sur les plateformes, c'est plus dans le sens où, on va dire, je vais essayer d'avoir une certaine discipline justement pour tous les soirs, en tout cas le maximum possible, me former justement sur les plateformes. Et que si par exemple je prenais un abonnement par exemple d'un mois, 1 mois, 3 mois, et que par exemple j'allais qu'une fois par semaine et encore, ça n'aurait aucun intérêt. Donc c'est plus, quand j'ai dit que je tryhardais justement sur les plateformes, c'est plus dans le sens d'avoir une certaine discipline pour se former. Et peut-être si je devais dire un truc pour... T'es pas obligé. Ah non, mais parce que c'est génial en plus ce que je veux dire, préparez-vous. C'est que c'est super aussi si tu sais pas du tout quoi faire. Je m'explique. Dans la cyber, j'ai rencontré des gens qui faisaient à peu près tout. Des gens en RH, des gens qui aimaient l'informatique, des gens qui étaient linguistes. Tout à l'heure, au Café de l'IA, il y avait un gars qui n'était pas psychologue, mais psychothérapeute. Et donc, ce qui est super, une des qualités, ce serait de ne pas savoir quoi faire, parce qu'en fait, en fouillant, on se retrouve à faire de la cyber. Drop the mic. Chips. Et on dit qu'il n'y a plus de questions. Hein, voilà. Et merci à tous d'être venus pour ce podcast. Et on vous fait des gros bisous. Voilà. La matrice a bugué.